Bonjour, moi je suis Émilie Gariel, je suis cofondatrice et directrice des opérations de Brennus Analytics. Brennus Analytics, c'est une start-up de l'écosystème intelligence artificielle en France. Et ce qu'on fait de manière très précise, c'est qu'on développe un logiciel d'optimisation des prix de vente pour les entreprises, essentiellement B2B. Donc en fait, on aide les entreprises à définir le juste prix de leurs produits ou de leurs services, ce qui leur permet d'être plus compétitifs, plus rentables et plus efficaces. Effectivement, l'année 2018 a été assez riche pour nous. On a commencé l'année en rejoignant l'écosystème de l'AI Factory de Microsoft à Station F. On a rejoint hier le tout nouveau programme SAP qui s'appelle Foundry, qui va nous permettre d'accélérer notre intégration avec l'écosystème SAP. Alors, comme je disais tout à l'heure, Brennus Analytics, c'est le prix. Donc on est très concentré sur aider à fixer le prix de vente qui permet d'atteindre des objectifs stratégiques d'une entreprise. Ça peut être parfois la marge, ça peut être parfois plutôt les ventes quand on veut gagner des parts de marché. Et donc en fonction de ces objectifs, en fonction aussi d'un certain nombre de contraintes que va avoir l'entreprise, ça peut être des contraintes de production, des contraintes de stock, des contraintes réglementaires, on va intégrer tout ça, on va modéliser la propension à payer du client, puisque que ce soit vous ou moi, on ne va pas forcément avoir la même propension à payer pour le même service au même moment. On va mettre tout ça sous forme d'une équation géante et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle qui permet de résoudre cette équation. Pour donner un exemple concret de ce qu'on peut déployer chez nos clients, on avait par exemple un industriel qui est leader dans les biens de la construction, qui avait une problématique assez simple, c'est qu'ils doivent traiter 30 000 appels d'offres, donc des lignes de devis qui arrivent, des demandes de devis qui arrivent tous les ans, et ils doivent être capables de donner un prix et ils doivent le faire très rapidement. Et jusqu'à présent, ils faisaient tout ça à la main avec une équipe d'une dizaine de personnes. Et ce qu'on a fait, c'est que grâce à notre technologie d'IA, on a modélisé l'acceptabilité du client en fonction du contexte. Et donc, on est capable de leur recommander en temps réel le prix qui va soit leur permettre de maximiser les chances de conversion, soit maximiser la marge. Aujourd'hui, on a bien nos early adopters, donc on a une traction commerciale qui commence à bien s'affirmer, notamment dans l'industrie, dans la distribution professionnelle, dans le B2B de manière générale. Notre prochain gros challenge, c'est une levée de fonds. Donc on démarre une série A qu'on espère conclure début 2019. Donc on est vraiment dans un cycle de financement. Et le financement, pourquoi? Cette fois-ci, pour déployer chez plus de clients et pour pouvoir accroître encore notre effort de R&D. C'est une grande question et puis c'est une question qui est vraiment d'actualité. Le rapport qui est sorti de France Digital et Roland Berger le montre bien, la France est un leader européen dans le domaine de l'IA. Il y a eu le plan Villani, il y a l'annonce de Valérie Pécresse qui veut faire de l'Île-de-France la région de l'IA. Donc il y a une sorte de combat aussi un peu politique pour attirer tout l'écosystème de l'IA. Je pense que tout ce qui est volonté politique et environnement, ça crée un terreau qui est fertile. Donc c'est extrêmement intéressant et surtout pas à négliger. Après, je pense que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout parce que ça crée le terreau, mais pour faire pousser l'arbre, là on a besoin d'autre chose et on a besoin d'une adoption massive, notamment par les grandes entreprises. Or, je pense qu'en France, les grandes entreprises ne sont pas tout à fait prêtes pour l'IA. On a des vrais soucis de passage à l'échelle. Les entreprises font beaucoup de POC. D'ailleurs, le plan Région Île-de-France prévoit des subventions pour faire des proof of concept à petit budget. C'est bien, sauf que 70% du temps, ça reste à l'état de proof of concept et ça ne passe pas à l'échelle industrielle. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième sujet sur lequel il va falloir travailler à terme, c'est qu'en fait, en France, il y a peu d'acteurs, grands comptes, grandes entreprises, qui sont à même d'investir ou de racheter des startups technologiques qui auraient accédé à un niveau de maturité important. Et ça représente un risque pour le rayonnement français, voire européen à terme, parce une belle startup qui a réussi, aujourd'hui, elle peut être rachetée par des GAFAM ou des Chinois. Et en Europe, à part SAP dans le domaine du logiciel, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont avoir les moyens ou la volonté de le faire.
Et ce n'est pas l'État qui peut substituer aux entreprises pour ça. On n'est pas forcément directement concerné par le RGPD de notre côté puisqu'on travaille essentiellement avec des entreprises qui vendent à des professionnels. Ça peut nous arriver d'avoir des entreprises B2C, auquel cas on anonymise les données personnelles de manière évidente. Moi, la réflexion que je me suis faite, elle m'est venue quand j'ai accompagné le Premier ministre en Chine en déplacement officiel en juin. Et je me suis dit, en Chine, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout passe par WeChat. Et donc il y a une collecte d'informations personnelles absolument gigantesque. Et je me suis dit, d'un point de vue business, il y a peut-être beaucoup de choses à faire. On pourrait imaginer du pricing dynamique, du pricing très personnalisé. Et puis à un moment, j'ai eu une réflexion, je me suis dit oui c'est bien, mais en même temps, ils sont en train de mettre en place le crédit social qui quelque part contrôle les gens, leur donne des droits, leur retire des droits en fonction d'un profil personnel issu des données. Et je ne suis pas très sûre d'un point de vue éthique d'avoir envie d'aller dans cette direction. Et donc aujourd'hui, en tout cas à titre personnel, je préfère être dans un cadre européen un petit peu contraignant sur la donnée, quitte à l'assouplir parfois, notamment dans un domaine médical par exemple, mais que ces données restent protégées plutôt que d'aller dans un système très orwellien qui me fait un petit peu peur. Alors de manière générale, il y a plein d'applications qui sont toujours assez étonnantes. Moi ce que j'aime bien regarder, c'est les applications dans le domaine médical. On parle souvent de l'impact de l'IA, il y a des peurs autour de la robotique, de l'automatisation, de la perte d'emploi. Dans le médical, il y a des peurs autour de l'utilisation des données, mais de manière générale, aujourd'hui, ça ouvre un champ de progrès, de traitement qui est extrêmement intéressant et palpitant. Je pense à de la reconnaissance d'images pour de l'aide au diagnostic, une start-up comme Damae qui invente des stylets qui permettent de reconnaître des carcinomes ou des mélanomes de manière automatisée pour éviter des opérations invasives, sont des choses qui c'est pas forcément d'un point de vue technologique que ça me bluffe le plus. En revanche, en termes de sens pour l'homme, je trouve ça très intéressant.